Pourquoi certains échouent-ils et d'autres réussissent-ils? Qu'est-ce qui distingue ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui semblent piégés dans un cycle d'échecs? Ces questions, souvent teintées d'amertume et de frustration, surgissent après des tentatives répétées et infructueuses de réussite. Elles m'ont incité à chercher des réponses, à plonger dans les livres pour comprendre les racines de cette apparente malédiction. Dans cet épisode, je vais m'appuyer sur les enseignements de Maxwell Maltz dans son livre Psychocybernétique, en particulier le 8e chapitre où il dévoile les ingrédients essentiels pour devenir une personnalité programmée pour le succès. Asseyez-vous confortablement et prenez des notes. Je vais vous présenter la recette du succès, répondre à ces questions existentielles et vous guider vers un chemin plus authentique et prospère. Nous, êtres humains, sommes naturellement en quête d'objectifs, une quête qui donne un sens à notre existence. Nous possédons un potentiel immense, tant intellectuel qu'émotionnel et physique, qui nous distingue des autres créatures et nous confère le statut de créateur. Notre conscience fonctionne à 3 niveaux, le conscient, le subconscient et le physique. Le conscient filtre et sélectionne les informations, le subconscient exécute sans discernement et le physique manifeste ses pensées et croyances dans la réalité tangible. Maltz nous montre que pour passer de l'échec au succès, il est crucial de comprendre le rôle de notre subconscient, ce réservoir de paradigmes, croyances et habitudes. Beaucoup n'ont pas d'objectifs clairs et définis, ce qui mène à la confusion et à la déception. Prenons l'exemple d'un patient de Maltz, promu directeur après des années d'attente. Malgré sa préparation, il se sentait inadéquat, doutant de lui-même au point de considérer la chirurgie plastique pour paraître plus à la hauteur de son nouveau rôle. Ce cas n'est pas isolé. Beaucoup, confrontés à de nouveaux défis, se sentent inadéquats et cherchent des solutions externes. La véritable solution réside en nous, dans notre image de nous, l'image que nous avons de nous-mêmes. Si vous vous sentez inapproprié ou inadéquat, ce n'est pas une question d'apparence ou de capacité, mais plutôt de l'image que vous avez de vous-même dans ce nouveau rôle. Au lieu de vous lamenter ou de chercher à changer votre environnement, travaillez plutôt sur votre perception de vous-même. Adaptez votre image intérieure à cette nouvelle version de vous, celle qui réussit. Et c'est en changeant cette perception interne que vous avez de vous-même que vous pouvez véritablement vous aligner avec vos objectifs et aspirations. Mais quelle est donc cette image du succès que des millions de personnes à travers le monde ont expérimentée? Comment peut-elle transformer notre propre image en une version plus accomplie et réussie? De quelle manière peut-elle nous aider à atteindre plus aisément nos objectifs? Pour éclaircir ces interrogations, je vais vous présenter les 7 ingrédients du succès que Maxwell Maltz a partagés avec ses patients et exposés dans le 8e chapitre de Psychocybernétique. Ces ingrédients sont le sens d'orientation, la compréhension, le courage, la compassion, l'estime, la confiance en soi et pour finir l'acceptation de soi. Nous allons explorer chacun de ces éléments en détail et après chaque exploration, je partagerai avec vous le conseil pratique de Maltz pour les intégrer dans votre vie. Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de partager ces connaissances avec vous et j'attends avec impatience vos retours et commentaires. On commence par le numéro 1, le sens d'orientation. Alors, le concept du sens d'orientation tel que le décrit Maxwell Maltz se réfère essentiellement à l'idée d'avoir un objectif clair dans la vie, que l'on peut également nommer projet, mission ou raison d'être. Maltz illustre ce concept à travers l'histoire d'un patient qui a été promu au poste de directeur. Tout au long de sa carrière, ce patient avait un objectif personnel bien défini, centré sur le maintien de sa position, la stabilité financière. Ces objectifs personnels alignés avec ses priorités et intérêts lui ont permis de rester focalisé et déterminé. Cependant, après sa promotion, il a commencé à se préoccuper davantage de la perception des autres à son égard, se demandant s'il répondait aux attentes et aux normes de la société, de ses clients et de ses collègues. Cette préoccupation externe, tournée vers l'environnement plutôt que vers ses propres désirs et identités, a marqué un changement dans son approche. Il ne se concentrait plus sur ses propres réalisations, mais sur les attentes externes de son entreprise et de ses collègues. Ce changement de perspective, ce passage d'une focalisation interne à une préoccupation externe, a été le principal facteur de son blocage. Ce que ce directeur a vécu est une expérience commune à beaucoup d'entre nous. Maltz utilise la métaphore d'un alpiniste pour illustrer ce phénomène. Lors de l'ascension, l'alpiniste progresse, grimpe, se hisse vers le haut, avec pour seul but d'atteindre le sommet de la montagne. Cependant, une fois le sommet atteint, il se rend compte qu'il n'a plus de but à poursuivre, plus de sommet à conquérir. Et c'est à ce moment-là, face à l'absence de nouveaux objectifs, qu'il commence à regarder en bas, ce qui provoque vertige et peur. Cette situation de stagnation le rend défensif, l'amenant à justifier sa position actuelle et son état présent. Maltz suggère qu'une réaction plus constructive serait de se fixer de nouveaux objectifs, de chercher de nouveaux sommets à gravir. Le directeur a pu reconquérir la maîtrise de sa situation en découvrant son sens de l'orientation, sa boussole intérieure.
La clé de ce revirement a été un changement fondamental dans sa manière de penser, une réorientation de ses interrogations. Il a commencé à se poser des questions plus introspectives et orientées vers l'avenir. Quels sont les accomplissements que je désire réaliser grâce à cette position? Quel sommet aspire-je à atteindre dans ce rôle? Vers quelle destination souhaitais-je me diriger à travers cette opportunité? Ces questions lui ont permis de redéfinir ses objectifs et de retrouver un cap clair pour son parcours professionnel. Nous sommes intrinsèquement programmés pour la poursuite d'objectifs. L'absence de but personnel nous plonge dans un état de désarroi, privant notre existence de sa signification essentielle. Nous sommes animés par un désir profond de conquérir, de résoudre, d'atteindre, de croître et de nous épanouir. Lorsque notre vie est dépourvue de défis à relever, nous nous sentons vides, superflus, déconnectés et désuets. Ces sentiments sont souvent à l'origine des exclamations désespérées telles que « la vie ne vaut pas la peine d'être vécue » ou « à quoi bon ?» Ces déclarations poignantes trahissent un manque de vision personnelle, un vide d'objectifs significatifs. C'est seulement en devenant délibérés et engagés dans la définition de nos objectifs, en élaborant des projets qui nous orientent, que nous pouvons véritablement nourrir notre vie. Ces objectifs et projets deviennent alors notre boussole, nous guidant à travers l'existence. Mais comment faire? Maltz nous encourage à établir des objectifs nobles, suffisamment inspirants pour nous inciter à nous lever chaque matin, à déployer des efforts et à passer à l'action. Si le terme objectif vous paraît trop rigide ou inadapté, n'hésitez pas à remplacer par projet, vision, mission, cause, raison ou motivation. L'essentiel est de choisir un terme qui résonne avec vous, qui vous motive et vous guide dans la réalisation de vos aspirations face à une situation donnée. Il est crucial de toujours viser un but, une ligne d'arrivée, une destination qui vous propulse vers l'avant, qui alimente votre âme et stimule votre motivation. Cherchez quelque chose qui éveille votre espoir, qui enflamme votre passion, qui vous fait rêver grand, qui suscite une ambition dévorante. Imprégnez-vous de ces objectifs. Familiarisez-vous avec eux, visualisez-les dans votre esprit jusqu'à ce qu'ils deviennent une sorte de nostalgie du futur, une force qui vous stimule et vous maintient alerte et dynamique. Transformez cette nostalgie future en une réalité inéluctable. Agissez comme si ce futur était inévitable et que chaque jour vous en rapproche davantage. N'oubliez pas que notre corps a besoin d'objectifs pour fonctionner normalement et efficacement. L'absence de but va à l'encontre de notre nature. Nous sommes des créateurs, des chasseurs d'objectifs. Sans eux, nous dépérissons et mourrons à petit feu, comme le montre l'exemple de nombreux retraités qui, une fois leur carrière terminée, semblent perdre leur vitalité. Si vous n'avez pas de mission, de vision, de projet ou d'objectif, vous ne vivez pas pleinement. Maltz suggère de se tourner vers des objectifs altruistes, des causes avec lesquelles vous vous identifiez pour éviter cette stagnation. Il n'est pas le seul à donner ce conseil. Engagez-vous dans des projets où vous pouvez aider autrui et surtout faites-le parce que vous le désirez, non pas par obligation. Trouvez ce qui vous passionne, ce qui vous motive et vous donne l'énergie de vous lever chaque matin enthousiaste à l'idée de contribuer à rendre le monde meilleur. Chacun de nous a une importance capitale dans cette vie, quel que soit notre rôle. Souvenez-vous que votre contribution est essentielle à l'existence. Que vous soyez parents, enseignants, artisans, médecins, entrepreneurs, programmeurs, influenceurs, astronautes, physiciens, enfants, adolescents, adultes, jeunes ou âgés, vous embellissez le monde simplement en y existant. Même un sourire, une écoute attentive, de l'amour, de la compréhension, du soutien et de la considération pour autrui sont des missions nobles et enrichissantes. Chaque mission a sa valeur et chaque personne contribue à sa manière et avec ses moyens à rendre ce monde plus merveilleux. Quel est votre projet secret? Comment pourrait-il apporter de la valeur autour de vous, dans votre famille, votre communauté ou votre travail? Asseyez-vous confortablement et pensez. Prenez tout votre temps pour définir cet objectif. Agissez comme si votre vie en dépendait, parce que les objectifs sont vraiment vitaux. La compréhension est un élément crucial, étroitement lié à la communication, notre principal outil pour parvenir à comprendre autrui. Une communication efficace est la clé d'une meilleure communication. Maltz la compare à l'importance des systèmes opérationnels dans les ordinateurs, soulignant son rôle essentiel. Lorsqu'une information est mal interprétée, il devient ardu de la saisir correctement. Cela est particulièrement vrai en médecine, où une mauvaise compréhension d'un symptôme peut mener à la confusion. Un principe également applicable aux relations humaines. Dans ce contexte, la perception est déterminante. Une bonne compréhension de la perception assure une communication réussie. Pour illustrer ce point, je me réfère au premier principe de la programmation neurolinguistique. La carte n'est pas le territoire. Ce principe nous enseigne que chaque individu possède sa propre carte du monde.
unique et représentatif de sa perception personnelle de la réalité. Reconnaître cette unicité nous aide à comprendre que chacun interprète les événements selon son expérience, ses filtres et ses croyances, et que sa vérité, bien que subjective, lui semble absolue. Maltz souligne que nul ne réagit aux faits tels qu'ils sont, mais plutôt en fonction de ses propres représentations mentales de ces faits. Lorsque nous interagisons avec autrui, il est essentiel de garder à l'esprit que les réactions des autres ne visent pas à nous blesser ou à nous contrarier. Elles sont le reflet de leur interprétation personnelle, souvent différente de la nôtre. Ils agissent selon ce qu'ils jugent approprié et juste de leur point de vue, révélant ainsi leur vérité subjective. En adoptant une réaction différente face à ces incompréhensions, en appliquant le principe que la carte n'est pas le territoire, vous parviendrez à une liberté de pensée qui se transmettra rapidement à vos interlocuteurs. Comprendre que chaque perception différente de la vôtre est sincère et authentique pour celui qui la porte, c'est commencer à accepter que la divergence n'est pas une menace, mais simplement l'expression d'une vérité différente. Pour nous guider dans cette transformation, Maltz suggère de se poser ces deux questions essentielles. Comment mon interlocuteur perçoit-il cette situation ? Quels sentiments éprouve-t-il à cet égard ? Il est crucial de s'exercer à comprendre les raisons derrière les actions d'une personne. Distinguer un fait d'une opinion. Ça, c'est fondamental dans le processus. Un fait est neutre et objectif, comme le simple constat qu'il pleut. L'opinion, en revanche, est l'interprétation que nous donnons à ce fait, comme considérer la pluie comme morose ou au contraire comme une bénédiction. Nous confondons souvent ces deux notions. Discerner un fait d'une opinion nous aide à vivre mieux en instaurant la clarté plutôt que la confusion. Prenons l'exemple cité par Maltz dans le 8e chapitre. Il évoque un couple où la femme s'irrite parce que son mari se suce les dents après chaque repas, pensant qu'il le fait pour l'agacer. Le fait est que le mari se suce les dents après avoir mangé. L'opinion de la femme est qu'il agit ainsi pour la provoquer. La réalité est que le mari apprécie simplement son repas. Ce fait est interprété différemment par le mari et sa femme. Elle réagit sur la base de ses suppositions et en comprenant les réponses aux questions « Comment cette situation est-elle perçue par mon interlocuteur et comment se sent-il à ce sujet ?» elle a pu ajuster sa réaction en fonction des faits réels. Cet exemple nous encourage à remplacer nos réactions impulsives par des réponses plus mesurées et réfléchies. Il s'agit de chercher à comprendre ce qui se cache derrière un fait plutôt que de présumer et d'agir négativement, évitant ainsi des réactions disproportionnées ou inappropriées. En approfondissant notre compréhension, nous choisissons des réponses plus alignées avec les faits et donc avec la réalité. Pour développer cette capacité de répondre adéquatement aux faits, il faut agir intentionnellement et chercher la vérité. Comprendre cette tridimensionnalité de notre être est utile pour commencer à raisonner et agir de manière plus objective et intentionnelle. Notre conscience, si elle est bien utilisée à travers nos facultés intellectuelles, peut devenir une force libératrice. Cependant, dans notre interprétation des faits, nous sommes souvent influencés par nos émotions, croyances, habitudes et comportements. Nous teintons les données sensorielles entrantes avec nos propres peurs, anxiétés ou désirs, dit Maltz. Mais pour gérer efficacement notre environnement, nous devons être prêts à en reconnaître la vérité. Ce n'est que lorsque nous comprenons ce qu'elle est que nous pouvons y répondre adéquatement. Nous devons être capables de voir la vérité et de l'accepter quelle que soit, bonne ou mauvaise amplitude. Cependant, il est souvent difficile d'admettre que notre vérité n'en est pas une. Nous peinons à reconnaître nos erreurs, à accepter que notre perception est faussée, que nous avons échoué. Face à cette réalisation, nous pouvons nous laisser submerger par des émotions négatives telles que la culpabilité, le sentiment d'échec, la honte. Ces sentiments brouillent notre vision, nous éloignant davantage de la vérité et par conséquent de la capacité de répondre de manière appropriée aux faits qui nous entourent. Maltz explique que la personnalité à succès adopte la sincérité comme principe, tant envers les autres qu'envers soi-même. La sincérité est la combinaison de l'autocompréhension et de l'autosincérité. Aucun homme ne peut être sincère s'il se ment à lui-même par la rationalisation ou en se racontant des mensonges rationnels. Un mensonge reste un mensonge. Voici les étapes à suivre pour intégrer l'élément de la compréhension dans le processus de devenir une personne accomplie. Commencez par faire un inventaire complet des informations que vous détenez sur vous-même, vos problèmes, les autres et votre environnement, en considérant le bon comme le moins bon. Adoptez une approche objective et remettez en question chaque opinion et chaque vérité que vous croyez détenir.
Que ces vérités soient positives ou négatives, que vous ayez raison ou tort, rappelez-vous que l'important n'est pas d'avoir raison, mais de comprendre ce qui est juste. Prenons l'exemple des systèmes de navigation des ordinateurs. Ils utilisent les erreurs détectées non pas pour s'attarder sur elles, mais pour rectifier leur trajectoire et rester alignés avec leur destination finale. Maltz nous incite à reconnaître nos erreurs, nos jugements erronés et nos échecs. Cependant, il nous conseille de ne pas nous apitoyer sur notre sort. L'objectif ici est de rectifier le tir pour mieux avancer. Concernant nos interactions avec autrui, il est essentiel de se rappeler que chacun possède son propre point de vue. Pour mieux comprendre les autres et par conséquent améliorer notre communication, nous devons nous efforcer de comprendre leur perspective, tout comme nous chercher à en comprendre la nôtre. L'importance de cet ingrédient réside dans son impact profond sur l'ensemble de notre existence. Il nous incite à remettre en question nos croyances et nos convictions, à apprendre à réfléchir avant de réagir, à distinguer l'effet des opinions et à accepter que chaque individu possède sa propre interprétation de la vérité. Dans les situations qui vous semblent bloquantes, que ce soit dans vos relations avec des proches, des collègues, des amis ou dans d'autres contextes, affectent votre quotidien. N'hésitez pas à appliquer cet ingrédient. Pour ce faire, commencez par identifier clairement un fait et le distinguer de votre opinion personnelle sur un sujet, une situation ou aussi une personne. Prenez une feuille de papier et inscrivez le fait tel qu'il est en haut de la page. Tracez ensuite une ligne verticale au milieu de la page. D'un côté, posez-vous la question « Comment ai-je perçu cette situation ou ce fait ?» De l'autre côté, demandez-vous « Quels sont les sentiments que j'ai par rapport à cette situation ?» Sur une autre page encore, réfléchissez à la question suivante. Quelle serait la meilleure façon de réagir à ce fait? Quelle réaction serait plus appropriée et constructive? Interrogez-vous. Mon opinion est-elle une vérité absolue ou simplement une opinion personnelle? Est-elle raisonnable? Et enfin, demandez-vous comment pourriez-vous adopter une perspective plus fidèle à la réalité? Le troisième ingrédient essentiel selon Maltz est le courage. Ce concept riche et multidimensionnel peut signifier oser, agir, croire, ressentir, grandir ou encore sortir de sa zone de confort. Il peut également impliquer l'exploration de nouvelles voies ou la persévérance dans une démarche entreprise. Le courage est indissociable des deux premiers ingrédients, le sens d'orientation et la compréhension. Il se manifeste dans l'action, qui est l'expression concrète de nos aspirations et de notre compréhension. Cela peut se traduire par le courage de reconnaître nos erreurs, de remettre en question nos croyances sur nous-mêmes, les autres et le monde, ou encore par la bravoure nécessaire pour rechercher la vérité et affronter nos peurs et faiblesses avec une foi inébranlable. Maltz souligne l'importance cruciale du courage pour agir. Il rappelle que pour concrétiser nos objectifs, désirs et croyances, l'action est l'outil le plus efficace. Le courage est présenté comme l'antithèse de la peur et comme le synonyme de la foi. À ce sujet, il partage une pensée profonde. La foi n'est pas croire en quelque chose malgré l'épreuve, mais plutôt le courage d'agir malgré les conséquences. Le courage nous incite à affronter nos défis avec une attitude positive, à prendre des actions alignées avec nos aspirations, à agir pour nos objectifs plutôt que contre les obstacles. Maltz nous encourage à aborder chaque situation avec l'intention de la résoudre, de réussir, en concentrant notre attention sur nos buts, plutôt que sur les raisons pour lesquelles nous pourrions échouer. Il nous invite à croire en nous-mêmes, à reconnaître qu'il existe autant de raisons de réussir que d'échouer. Ainsi, au lieu de lutter contre les problèmes, il suggère de faire la paix avec les solutions. En résumé, Maltz nous conseille de parier sur nous-mêmes, d'avoir confiance en notre capacité à surmonter les défis et à réaliser nos rêves. Une solution très intéressante que je vous invite à considérer sérieusement. Il est universellement reconnu que dans la vie, rien n'est assuré à l'exception de la mort. Cette réalité crée une contradiction fascinante. Bien que nous agissions souvent avec la conviction que certaines choses soient garanties, nous savons au fond de nous que rien ne l'est véritablement. Que l'on soit convaincu de réussir ou de faillir, en réalité, aucune issue n'est certaine. La différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent ne réside pas dans leurs compétences, talents ou habiletés. Elle se trouve plutôt dans la foi qu'ils ont en eux-mêmes. Les personnes qui réussissent ont fait le choix de croire en elles et en leurs idées. Elles ont eu le courage de prendre des risques et de passer à l'action. Ce type de courage, bien que différent de celui des épopées héroïques, reste un acte de bravoure significatif, souvent sous-estimé
mais qui impactent profondément notre quotidien, surtout sur le long terme. Moltz souligne que la peur peut nous paralyser, nous rendre anxieux et nerveux, avec des conséquences physiques. Pour surmonter ces peurs, il recommande d'analyser en profondeur le problème rencontré, d'utiliser l'imagination pour envisager différentes solutions et possibilités, puis de choisir la plus prometteuse pour l'appliquer. Si nous attendons la certitude avant d'agir, nous risquons de ne jamais passer à l'action. Bien sûr, certaines décisions pourraient s'avérer erronées, mais cela ne devrait pas nous détourner de nos objectifs. Le véritable courage réside dans notre capacité à nous lever chaque matin et à persévérer vers nos buts, malgré les échecs, le jugement d'autrui, l'humiliation et les erreurs. Considérer qu'un faux pas en direction de nos objectifs vaut mieux que l'immobilisme total. C'est en avançant que nous pouvons corriger nos erreurs, ajuster notre trajectoire et améliorer notre stratégie. Pensez au système de navigation. Il ne peut vous guider efficacement si vous restez immobile. C'est en mouvement qu'il peut recalculer et optimiser votre parcours. Il a besoin de deux données, votre position actuelle et votre destination. Il établit que le courage et la foi sont intrinsèquement liés à notre instinct naturel. Comme tout instinct, ils finissent par émerger d'une manière ou d'une autre. Utiliser correctement nos instincts naturels peut nous aider à atteindre nos objectifs et à exceller. L'inverse est également vrai. Moltz illustre ce point en prenant l'exemple des parieurs. Ces derniers agissent sous l'impulsion d'un sentiment d'urgence, une poussée vers le pari total, motivée par une obsession de la victoire, l'excitation du risque et la conviction que la prochaine fois pourrait être la bonne. Si nous appliquons ce sentiment d'urgence à nos projets et ambitions, cela peut engendrer une foi inébranlable en nous-mêmes et nous donner le courage de parier sur notre propre potentiel. Parier sur soi-même devient alors une sorte de fièvre de la victoire, une obsession du pari. Le joueur compulsif canalise une forte foi en quelque chose d'extérieur, souvent par manque de foi en lui-même. A l'inverse, une personne qui réussit canalise le courage de parier sur elle-même et ses objectifs, car elle croit en ses propres capacités et n'hésite donc pas à investir dans ses idées. Dans les deux cas, il s'agit de parier sur quelque chose, de transférer sa foi vers un objectif. Ces deux démarches sont des choix. Souhaitez-vous parier sur vous-même ou sur autre chose? Voulez-vous croire en vos peurs ou en votre foi? Utilisez votre instinct pour progresser ou régresser. Croire en toutes les possibilités ou en toutes les limites. Imaginez des opportunités ou des catastrophes. Tout est incertain. Tout prend forme dans notre esprit avant de se concrétiser dans notre vie. Tout est risqué. La vraie question est, quel risque vaut-il la peine d'être pris? Où voulez-vous canaliser votre foi et votre courage? D'où voulez-vous tirer votre énergie et vos actions? Quels résultats souhaitez-vous obtenir? Le choix vous appartient. Si vous optez pour le courage de parier sur vous-même, alors préparez-vous à suivre les conseils de Maxwell Maltz dans la prescription. Maltz nous incite à embrasser nos erreurs, nous encourageant à accepter une certaine souffrance pour atteindre nos objectifs. Il reprend les mots de Chamber, un consultant psychiatre et neurologue de l'armée qui affirme « La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils sont courageux. En réalité, de nombreux héros potentiels, hommes et femmes, vivent dans le doute. S'ils étaient conscients de leurs profondes réserves intérieures, cela pourrait grandement les aider à gérer leurs problèmes, même dans les crises les plus sévères. Vous possédez ces sources, mais vous en ignorez peut-être l'existence, du moins jusqu'à ce que vous passiez à l'action et leur permettiez de se manifester en votre faveur, ajoute Maltz. Nos capacités mentales, notre créativité, notre courage, notre résilience, notre détermination, notre volonté ne sont que quelques exemples des potentiels cachés en chacun de nous. Il est bénéfique de les mettre en pratique, de les expérimenter dans de petits projets pour commencer afin de les comprendre et de s'y habituer. Exercez-le courage et la foi en vous-même. Commencez par des petites actions quotidiennes jusqu'à ce que vous ayez construit la confiance nécessaire pour relever des défis plus importants. Vous allez vous étonner vous-même et c'est le début d'un cycle infini de surprises et de prises de conscience enrichissantes. Rappelez-vous que c'est par la répétition et la pratique que l'on développe nos super-pouvoirs. La compassion, selon Maltz, est un ingrédient essentiel du succès. Il définit une personne réussie comme quelqu'un qui se soucie des autres, qui est attentif à leurs besoins et respectueux de leurs problèmes. Cette personne voit les autres non pas comme des pions à manipuler pour atteindre ses objectifs, mais comme des enfants de Dieu uniques et individuels, méritant dignité et respect. Cette perspective de la compassion souligne notre unicité et notre individualité, des qualités qui nous rendent exceptionnels.
La personne réussie reconnaît, apprécie et valorise ses qualités, ce qui lui permet de traiter les autres sur un pied d'égalité. Adopter cette attitude transforme radicalement notre perception de nous-mêmes, des autres et du monde. Des recherches en psychologie ont montré que nos sentiments envers nous-mêmes se reflètent dans notre attitude envers les autres. Plus nous éprouvons de compassion pour autrui, plus nous en ressentons pour nous-mêmes. Maltz souligne que ceux qui pensent que certaines personnes ne sont pas importantes manquent de respect et de considération pour eux-mêmes, car ils sont eux aussi des personnes, tout comme ceux qu'ils jugent insignifiants. Le jugement que nous portons sur les autres est donc un miroir de notre auto-évaluation. C'est pourquoi il est crucial de ne pas juger ou évaluer les autres ou soi-même de manière négative, car cela peut être destructeur. Maltz explique qu'en cessant de juger, de condamner, de critiquer, de blâmer et de détester les autres pour leurs erreurs, nous commençons à développer une image de soi plus tolérante, bienveillante et respectueuse. Cela nous rend à notre tour plus aptes à voir les autres comme dignes et donc à nous considérer nous-mêmes comme dignes. La capacité d'une personne à faire preuve de compassion est renforcée par sa compréhension, qui lui permet de garder une perception réaliste des choses, évitant ainsi les interprétations subjectives. Une personne qui est pleinement engagée et déterminée à voir la réalité telle qu'elle est se trouve naturellement indignée, inclinée à agir et interagir de manière consciente avec le monde et les autres, cultivant ainsi la compassion. Il est essentiel de respecter la vérité et la dignité humaine pour atteindre le succès. Considérer les autres comme de simples outils à notre disposition ou comme des pions est non seulement indigne, mais aussi contre-productif. L'histoire nous a montré que le chemin du tyran mène inévitablement à sa propre chute. Selon la loi universelle de la réciprocité, qui ne souffre d'aucune exception, nous recevons ce que nous donnons, nous possédons ce en quoi nous croyons et nous attirons ce que nous sommes. La compassion est un outil précieux dans ce processus d'échange, favorisant un enrichissement mutuel et une croissance partagée. Abordons maintenant la manière d'incorporer l'ingrédient de la compassion dans notre vie, qui se décompose en 3 actions clés. 1. Cultivez une véritable appréciation pour les autres. Prenez conscience de leur essence unique, reconnaissant qu'ils sont à leur manière des enfants de Dieu, des êtres uniques et créatifs. 2. Prenez le temps de vous arrêter et de réfléchir aux sentiments, perspectives, désirs et besoins des autres. Considérez davantage ce que les autres souhaitent et ressentent. Il y a une anecdote illustrative. Un mari, à chaque fois que sa femme lui demande s'il l'aime, répond en plaisantant « oui », chaque fois que je m'arrête pour y penser. Cette réponse, bien que légère, révèle une vérité profonde. C'est en prenant le temps de réfléchir à nos sentiments que nous en prenons pleinement conscience et apprécions à la fois nous-mêmes et les autres. 3. Agissez en considérant les autres comme importants et traitez-les en conséquence. Lorsque vous interagissez avec eux, soyez attentifs à leurs sentiments. Souvenez-vous que la manière dont nous traitons les autres reflète nos propres sentiments à leur égard. Sachez que nous nous souvenons surtout de la façon dont les autres nous font nous sentir. De ce fait, traiter les autres comme nous aimerions être traités favorise la bienveillance et l'authenticité de nos interactions. Abordons le 5e ingrédient, l'estime de soi. Dans un article publié en contribution à la rubrique Words to Live By apparu dans This Week Magazine, Maltz répond aux informations de Carlyle qui disent « Hélas, la plus terrifiante des incrédulités est celle que l'on a en soi-même. » Dans son article, Maltz souligne que parmi tous les obstacles de la vie, le manque d'estime de soi est le plus destructeur et le plus difficile à surmonter. C'est une trappe que nous creusons nous-mêmes, souvent résumée par des pensées comme « c'est inutile, je ne peux pas le faire ». Ce manque d'estime de soi a un coût élevé, tant pour l'individu qui perd des opportunités matérielles que pour la société qui est privée de progrès potentiels. Maltz, en tant que médecin, note également un aspect curieux du défaitisme, souvent méconnu. Il suggère que les mots de Carlyle pourraient révéler le secret derrière son caractère difficile, son tempérament explosif, sa voix acerbe et sa tyrannie domestique. Bien que Carlyle soit un cas extrême, Maltz nous invite à réfléchir. Ne sommes-nous pas les plus difficiles à vivre lorsque nous sommes envahis par cette terrible crainte de ne pas croire, lorsque nous doutons le plus de nous-mêmes et nous sentons inadéquats? Contrairement à une croyance répandue, une faible estime de soi n'est pas un signe de modestie ou d'humilité, mais plutôt un vice selon Maltz. Il la compare à la jalousie qui naît du doute de soi. La jalousie a ruiné d'innombrables relations au fil du temps. En doutant de soi et en se sous-estimant, on tombe dans le piège de la jalousie, ce qui affecte nos relations, surtout celles avec nous-mêmes.
En revanche, une personne qui s'estime à sa juste valeur n'est pas hostile envers les autres. Elle se montre ouverte, sereine, vivant et se rapportant aux autres avec la conviction qu'elle n'a rien à prouver à personne et qu'elle ne doit rien attendre des autres. Considérons l'exemple d'une patiente de Maltz, décrit dans son ouvrage Psychocybernétique qui illustre parfaitement les conséquences d'une faible estime de soi. Maltz raconte l'histoire d'une femme d'une 50aine d'années qui consulte pour un lifting facial. Elle est convaincue que les rides sur son visage, ses cheveux grisonnants et son âge avancé sont les raisons pour lesquelles sa famille ne la valorise plus. Elle pense que cette chirurgie la rendra plus aimable aux yeux de sa famille et surtout aux siens. Cependant, la véritable cause de son sentiment de dévalorisation n'est ni son âge, ni ses rides, ni ses cheveux gris. C'est plutôt l'image négative qu'elle a d'elle-même. Cette faible estime de soi l'a rendue excessivement sensible, interprétant de manière négative même les paroles et les actions les plus innocentes de sa famille. La clé de cette transformation réside en nous-mêmes, bien plus qu'à l'extérieur. Maltz nous exhorte à abandonner notre auto-apitoiement, à rejeter cette image de nous-mêmes défaite, indigne et dévalorisante. Il nous invite à arrêter de croire que nous ne valons rien, à cesser de dramatiser, de nous culpabiliser et de nous comporter comme si nous étions victimes d'injustice ou de malchance. Il nous encourage à agir de manière plus consciente et intentionnelle pour améliorer notre image de soi, en élevant notre estime personnelle. Pour y parvenir, il existe de nombreux exercices pratiques et ouvrages, parmi lesquels les 7 ingrédients de la réussite personnelle de Maltz que nous voyons dans cet épisode. Il est essentiel de s'engager fermement envers soi-même et de se faire une promesse et de la tenir. À savoir, remplacer l'attitude défaitiste par des rituels quotidiens de valorisation de soi et d'amour-propre. Ces pratiques peuvent inclure des affirmations positives, de la méditation, de la visualisation et la tenue d'un journal, etc. Il est important de comprendre que le terme estime est synonyme de valeur. Valoriser signifie attribuer une valeur positive ou négative, apprécier ou mépriser. L'estime de soi est directement proportionnelle à la valeur que nous nous attribuons. Nous avons tous cette capacité d'appréciation que nous appliquons à tant d'éléments de notre environnement, de la terre jusqu'aux cieux, des océans aux arbres, des fleurs au désert, des forêts aux étoiles, de la lune au soleil et aux planètes, de l'air frais aux arcs-en-ciel, des papillons aux animaux. Tout dans le monde où nous vivons est pour nous un objet de valorisation. Et il nous est si facile d'apprécier ce qui est extérieur à nous, de voir les merveilles et de les savourer inconditionnellement. Pourtant, quand il s'agit de nous valoriser, nous hésitons, nous nous retenons. Et si nous le faisons, c'est souvent de manière dépréciative. Pourquoi cette réticence quand il s'agit de nous-mêmes ? Ne sommes-nous pas constitués de la même substance que le monde qui nous entoure ? Ne sommes-nous pas issus de la même origine, qu'elle soit Dieu, l'univers, une force invisible, une lumière, une énergie ou une simple molécule, peu importe le nom qu'on lui donne ? Nous provenons tous de la même source, et parmi toutes les créatures de cette terre, nous sommes celles dotées de la capacité de créer, d'inventer, de perfectionner, de s'adapter, d'architecturer, de dessiner le monde selon notre volonté. Et pourtant, nous persistons à nous sous-estimer, à nous dévaloriser, à nous rabaisser, à vouloir nous changer, à nous détester et parfois même à penser que nous ne méritons pas cette vie. Les êtres humains sont des créations extraordinaires de cet univers. Il suffit d'observer un nouveau-né, un enfant ou une personne épanouie pour s'en rendre compte. Curieusement, il nous est souvent plus aisé de reconnaître cette merveille chez autrui que chez nous-mêmes. Cela semble presque comme si nous redoutions de nous aimer, de nous valoriser, craignant peut-être de paraître égoïstes en nous estimant à notre juste valeur. Maltz souligne l'importance de nous apprécier pleinement et sans honte. Cela ne signifie pas pour autant que nous sommes égoïstes. Au contraire, si nous nous considérons comme le reflet de notre environnement, en commençant par nous apprécier, cette estime se reflètera sur autrui. Plus nous valorisons les autres, plus nous nous valorisons. L'égoïsme, en revanche, consiste à se croire supérieur, à se considérer comme son propre créateur et à ne valoriser que soi-même. Si tel est votre cas, alors oui, cela révèle de l'égoïsme. Autrement, il s'agit simplement d'amour-propre. Maltz compare la sous-estimation de soi à une mauvaise utilisation d'un outil. Il donne l'exemple d'un enfant qui se plaint d'une machine à écrire, affirmant qu'elle ne fonctionne pas parce qu'elle ne parle pas. Cet exemple est applicable à chacun de nous. Nous sommes merveilleux, uniques, dotés d'une puissance limitée et inexploitée. Ne pas utiliser ce trésor est vraiment regrettable. L'appréciation, l'utilisation adéquate, la conscience, la compréhension et surtout la compassion envers autrui et envers soi-même sont essentielles. Rappelez-vous l'importance de la compassion envers les autres
et son impact sur soi-même, mentionné dans l'ingrédient de la compréhension. C'est notre devoir envers nous-mêmes si nous aspirons au succès dans notre vie. Respectez chaque être humain simplement parce qu'il est aussi un enfant de Dieu. Rappelez-vous dans chaque interaction que nous sommes tous uniques et individuels, issus de la même grande source qui nous aime inconditionnellement. Traitez les autres comme s'ils avaient une grande valeur et préparez-vous à être étonné par l'accroissement de votre propre estime de soi. Maltz affirme que la véritable estime de soi ne découle pas de grandes réalisations, de possessions matérielles ou de richesses accumulées. Elle provient de l'appréciation de soi en tant qu'enfant de Dieu. Maltz affirme que la véritable estime de soi ne découle pas de grandes réalisations, de possessions matérielles ou de richesses accumulées. Elle provient de l'appréciation de soi en tant qu'enfant de Dieu. L'estime de soi se renforce lorsque nous comprenons et adoptons la conviction que nous sommes tous des enfants de Dieu et que chaque individu mérite d'être valorisé pour ce simple mais profond fait. Nous abordons maintenant le 6e ingrédient qui est souvent mal compris, bien qu'il soit fondamental. Maxwell Maltz nous enseigne que la confiance en soi se forge à travers l'expérience du succès. Lorsque nous nous lançons dans une nouvelle entreprise, notre confiance est initialement faible ou inexistante, principalement parce que nous n'avons pas encore accumulé d'expériences réussies. Cette réalité s'applique à divers domaines, qu'il s'agisse d'apprendre la médecine, de jouer d'un instrument, de faire du vélo, de parler en public, de cuisiner ou de toute autre activité. En y réfléchissant, on comprend que le succès engendre le succès. Même un petit succès peut servir de fondation pour en construire un plus grand. Maltz illustre ce concept en prenant l'exemple des managers de boxeurs. Dans la préparation de leurs pugilistes, ils s'assurent de les faire progresser graduellement vers le succès désiré. Il nous encourage à adopter une stratégie similaire. Commencer par des succès modestes pour s'habituer à la réussite, puis augmenter progressivement l'ampleur de nos défis. Il souligne l'importance d'établir une routine où l'on se concentre sur la reconnaissance et la prise de conscience de nos succès, plutôt que de se laisser absorber par nos échecs. Cette approche est conforme au fonctionnement optimal de notre cerveau, et tout comme celui d'un ordinateur. Sur nos ordinateurs, déplacer un fichier vers la corbeille pour le supprimer est une action simple et rapide. De la même manière, notre cerveau peut agir en remplaçant l'habitude de ressasser les échecs par celle de se remémorer nos succès. Pour illustrer la similitude entre le fonctionnement de notre cerveau et celui d'un ordinateur, Maltz utilise l'exemple des joueurs de fer à cheval. Ces derniers répètent inlassablement leurs mouvements, se trompant à maintes reprises dans le but ultime de parvenir à la réussite. La répétition joue un rôle clé pour le cerveau humain, non pas tant parce qu'elle modifie nos habitudes et nos résultats, mais parce que le véritable changement se produit durant le processus de pratique, d'exercice et de répétition. Cependant, la répétition seule ne suffit pas. Prenons l'exemple des athlètes qui, en répétant constamment leurs mouvements, les perfectionnent. Leur cerveau, durant ces répétitions, ne se concentre pas sur les nombreuses fois où ils ont échoué, mais utilise ces occasions pour affiner et améliorer le mouvement. Avec le temps, cette répétition diminue les échecs et accroît les réussites. De la même manière qu'un ordinateur enregistre et renforce ses succès, le cerveau humain consolide les réussites et met de côté les échecs. C'est dans cette optique que nous devrions orienter notre fonctionnement si nous aspirons à connaître plus de succès et à analyser nos échecs avec sagesse. Il suffit d'activer en vous le mécanisme du succès, à savoir répéter les commandes qui marchent et s'en rappeler, et oublier les erreurs. À chaque fois où vous touchez la commande des erreurs, arrêtez-vous, calculez le parcours pour revenir à vos réussites et reprenez de là. La plupart des gens entretiennent un paradigme qui sape la confiance en soi, principalement parce que nous avons tendance à nous remémorer davantage nos erreurs et nos échecs plutôt que nos réalisations et nos succès. Ces échecs s'incrustent profondément en nous, souvent amplifiés par des émotions intenses, ce qui mène à une forme d'autocondamnation. On se retrouve alors submergé par des sentiments de culpabilité, de honte, de regret, de peur, des émotions qui, centrées sur soi, sont contraires à l'épanouissement de la confiance. Maltz souligne que le nombre de nos échecs passés n'est pas ce qui importe le plus. Ce sur quoi nous devrions nous concentrer, c'est plutôt sur nos succès, nos tentatives, nos efforts à chaque fois que nous avons entrepris quelque chose. Il fait référence à Charles Kettering qui affirmait qu'un jeune aspirant scientifique devrait être prêt à échouer 99 fois pour réussir une seule fois, sans en souffrir ou laisser son ego en pâtir. Mais quelle est donc la méthode de Maltz pour renforcer la confiance en soi ? Sa recommandation est de considérer nos erreurs et nos échecs comme des outils d'apprentissage, d'en extraire la leçon, puis de les oublier complètement. Comment y parvenir ?
en se focalisant et en étant déterminé à ne retenir que la leçon apprise ou le succès obtenu, peu importe sa taille. Chacun d'entre nous possède au moins un souvenir de réussite. Pensez au moment où vous avez entrepris quelque chose de nouveau, que ce soit une activité, un travail ou une passion. Rappelez-vous les émotions ressenties lors de ces instants de réussite. Savourez ces souvenirs, nourrissez ces sensations et revivez-les aussi intensément que possible. Le psychiatre Winfried Overholser affirmait que se remémorer des moments de bravoure et de succès est un excellent moyen de renforcer la croyance en soi-même. Malheureusement, beaucoup de personnes laissent une expérience isolée d'échec éclipser tous leurs bons souvenirs de succès. Overholser ajoutait que lorsque nous exaltons nos moments de bravoure, nous serions surpris par les courages que nous gagnons. Il conseillait de pratiquer le souvenir vivant de nos expériences de succès pour l'impact puissant qu'elles ont sur le renforcement de notre confiance en nous. Pour ceux parmi vous qui pensent ne pas avoir de souvenirs de réussite ou d'accomplissement, je vous comprends. Cela peut venir de la difficulté à reconnaître vos propres succès. Souvent, lorsqu'on demande aux gens de se remémorer leur succès, ils répondent d'abord par le négatif. Après un moment de réflexion, ils se rendent compte qu'ils ont tendance à attribuer leur réussite à des facteurs extérieurs. Comme cette femme qui était toujours première de sa classe, mais qui pensait que c'était normal, c'était prévu, c'est ce que les gens font lorsqu'ils vont à l'école, c'est ce que les gens font lorsqu'ils se préparent. Si vous vous reconnaissez dans cette description, essayez de changer votre perspective. Au lieu de chercher des souvenirs de succès, demandez-vous si vous vous souvenez de moments de bonheur, de bravoure. Vous vous rappellerez peut-être d'une partie de football où vous avez brillé, d'une présentation réussie, d'une performance musicale éblouissante ou même d'un créneau parfaitement réalisé. Chaque instant de bonheur, chaque réalisation, chaque expérience devrait être une raison de se souvenir et de se réjouir. C'est l'antidote au manque de confiance en soi. Le remède est le stimulant pour la construire. Gardez à l'esprit que la confiance en soi est un processus. Il est normal de manquer de confiance lorsqu'on entreprend quelque chose de nouveau. La clé pour la construire réside dans la compréhension, la découverte, l'expérience et la pratique. Nous sommes tous ici pour apprendre, évoluer et expérimenter. Nous nous devons de célébrer nos succès, tout comme le font les personnes accomplies. Cet élément est tout aussi crucial car il rend le succès tangible et réel pour ceux qui le désirent. S'accepter est la seule voie vers un bonheur authentique. Moltz soutient que les personnes les plus malheureuses et les plus souffrantes sont celles qui s'acharnent à se convaincre, ainsi que les autres, qu'elles sont différentes de ce qu'elles sont réellement. Il précise que pour ressentir un véritable sentiment de satisfaction et de soulagement, il faut renoncer à l'imposture et aux apparences et être prêt à embrasser son véritable soi. Le succès qui découle de l'expression de soi échappe souvent à ceux qui s'efforcent d'être quelqu'un d'autre, alors qu'il vient naturellement à ceux qui aspirent simplement à se détendre et à être eux-mêmes. Selon Moltz, l'image de soi ne consiste pas à se changer ou s'améliorer, mais à modifier l'image mentale que l'on a de soi-même, notre estime personnelle, notre conception et réalisation de soi. Le résultat qui découle d'un développement adéquat et réaliste de cette image n'est pas le fruit d'une transformation de soi, mais plutôt d'une prise de conscience, d'une révélation de soi. Moltz explique que notre véritable moi est constant, il a toujours été et sera toujours le même. Nous ne l'avons pas créé, donc nous ne pouvons pas le changer. Cependant, nous pouvons prendre conscience de ce que nous sommes déjà et construire une image mentale fidèle de notre état actuel. Il est vain de tenter d'être quelqu'un d'autre. Nous sommes ce que nous sommes, et cela ne change pas parce que nous gagnons des millions d'euros, conduisant une voiture de luxe ou possédant un jet privé. Nous sommes quelqu'un parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Beaucoup d'entre nous sont plus sages, compétents et forts qu'ils ne le pensent. Construire une meilleure image de soi ne crée pas de nouvelles capacités ou talents. Elle les libère simplement. Nous pouvons changer notre personnalité, mais pas les fondements de notre être. La personnalité est un outil, un résultat, un point focal du soi que nous utilisons pour interagir avec le monde. Elle se compose de notre habitude, de nos attitudes, de nos leçons, de nos compétences acquises utilisées comme moyen d'expression. Cependant, il est essentiel de ne pas se laisser définir par ses propres erreurs, échecs ou défauts. Pour Moltz, l'acceptation de soi signifie s'accepter et trouver un accord avec soi-même, reconnaissant nos erreurs, faiblesses, limites, mais aussi et surtout nos succès, potentiels, forces et qualités. L'acceptation de soi devient plus aisée lorsque nous comprenons que les aspects négatifs font partie de nous, mais ne nous définissent pas. Beaucoup de personnes
peinent à adopter cette saine acceptation de soi, souvent parce qu'elles s'identifient à leurs erreurs et échecs. Vous pouvez commettre des erreurs, mais vous n'êtes pas ces erreurs. Vous pouvez ne pas vous exprimer parfaitement, mais cela ne signifie pas que vous n'êtes pas suffisant. Moltz rappelle qu'il est crucial d'identifier les erreurs et les échecs lorsqu'ils surviennent, afin de pouvoir les rectifier. Comment ? La première étape vers l'acquisition de la connaissance implique de reconnaître nos domaines d'ignorance. Pour gagner en courage, par exemple, nous devons accepter nos faiblesses. Dans la quête de notre meilleure version, il est crucial d'utiliser nos retours négatifs comme une base de données pour recalibrer notre trajectoire. Et cela s'applique également à d'autres objectifs dans divers contextes. Il est donc recommandé de se reconnaître et d'accepter le fait que notre personnalité, ce soi exprimé que les psychologues désignent comme notre soi actuel, est et restera toujours imparfait. Personne n'est capable de s'exprimer totalement ou d'exploiter pleinement son potentiel. Dans l'expression de notre soi actuel, il nous est impossible d'utiliser toutes nos capacités et tout le potentiel de notre véritable et profond soi. Cela est dû au fait que nous sommes constamment en apprentissage, en amélioration, en évolution, ce qui rend notre soi présent naturellement imparfait, car il est en perpétuelle évolution vers un idéal inatteignable. C'est un développement personnel continu. Nous ne sommes pas des êtres statiques, mais des êtres en mouvement, jamais totalement accomplis, mais toujours en cours d'accomplissement et de réalisation. Nous sommes des êtres en croissance constante. Il est donc essentiel d'accepter ce fait, d'accepter ce soi avec ses défauts et ses qualités, qui est le seul véhicule dont nous disposons. Moltz explique que les névrotiques rejettent leur soi actuel en raison de leurs imperfections et s'efforcent de créer une image de soi idéale et parfaite, se convainquant d'avoir atteint la perfection. Cette attitude est très nocive, car elle crée des tensions et engendre des déceptions et des frustrations. Lorsqu'ils interagissent avec le monde, il s'agit d'une interaction entre un soi fictif et un monde réel. Prétendre être quelque chose que l'on n'est pas est éloigné de toute authenticité. Cela nous aveugle et nous éloigne de nos véritables objectifs. La prescription de l'ingrédient de l'acceptation de soi est donc de s'accepter exactement tel qu'on est et de commencer là où on est. Apprenez à accepter émotionnellement vos imperfections et à reconnaître intellectuellement vos faiblesses. Cette démarche vous mènera vers une attitude plus sereine et réaliste, où vous percevrez les faits tels qu'ils sont, sans les surinterpréter ou pire encore, les voir comme des catastrophes qui justifieraient de vous mépriser. Moltz nous incite à distinguer notre être de nos comportements. Nous ne devons pas nous considérer comme défaillants ou dénudés de valeur simplement parce que nous avons commis des erreurs ou dévié du chemin. Ne vous méprisez pas pour votre imperfection. Après tout, vous n'êtes pas seul dans ce cas. En effet, personne n'est parfait et ceux qui le prétendent se trompent eux-mêmes. Nous voici à la conclusion de cet épisode où nous avons plongé dans le chapitre de psychocybernétique de Maxwell Maltz, explorant les 7 clés pour devenir une personne accomplie. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur votre propre valeur. Combien d'entre nous se sont rejetés, rongés par des sentiments et des expériences qui en réalité sont tout à fait normaux et biologiquement fondés? Combien se sont sentis inadéquats parce qu'ils ne correspondaient pas aux standards de beauté imposés par la société et les tendances actuelles? Et combien ont cherché à modifier leur apparence pour se conformer et être acceptés? Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, coupables de cela. Nous nous sommes tous sentis déplacés, inadéquats, non acceptés, non appréciés ou non conformes. C'est une part de notre nature humaine. Nous aspirons à l'identité, à l'appartenance, à être valorisés, vus, approuvés, aimés, considérés, respectés. Mais dans cette quête d'identité, nous avons tous, à des degrés divers, commis une grave erreur, celle de la chercher dans le conformisme, dans l'approbation et la validation des autres ou dans les biens matériels. Moltz nous incite à abandonner cette quête futile d'identité basée sur les conformismes et à plutôt accepter et réaliser que nous sommes des créations divines. Nous sommes, tu es, je suis, simplement et uniquement. Nous avons tous entendu ou prononcé des excuses telles que « je ne suis personne parce que je suis trop maigre, trop gros, trop grand, trop petit, etc. » Moltz nous propose, et je me joins à lui, de remplacer ces affirmations négatives et éloignées de la vérité par des vérités plus factuelles. Je ne suis peut-être pas parfait. J'ai des défauts et des faiblesses. Je peux m'être égaré. Le chemin peut être long devant moi pour m'améliorer. Mais je suis quelqu'un et je vais faire de mon mieux avec ce que je suis.
Edward W. Buck, ancien rédacteur en chef de Ladies' Home Journal, avait une perspective unique sur la confiance en soi. Il disait « Il est naïf pour un jeune homme de dire « je ne suis rien ». C'est le jeune homme qui possède une véritable compréhension de soi qui peut affirmer « je suis tout » et s'engage ensuite à le prouver. Ces mots ne sont pas le reflet de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. Et ceux qui le pensent peuvent continuer à le croire. Pour nous, il suffit de savoir que cela représente la foi et la confiance, l'expression humaine du divin en chacun de nous. Dieu nous dit « Fais mon œuvre, lance-toi et fais-la quel que soit ce travail. Accomplis-le avec une touche de finesse, un goût et surmonte tous les obstacles et dissipe le découragement. » Buck encourageait à s'accepter et à être soi-même. Il soulignait que nous ne pouvons réaliser le potentiel et les possibilités uniques qui résident en nous si nous continuons à nous renier, à nous déprécier, à nous haïr ou à refuser de nous reconnaître. Chers éditeurs, je vous invite à porter une attention particulière à ces 7 ingrédients essentiels à l'épanouissement personnel. Le sens d'orientation, la compréhension, le courage, la compassion, l'estime, la confiance en soi, l'acceptation de soi. Considérez ces éléments comme des trésors précieux. Intégrez-les dans votre quotidien et agissez comme si vous incarniez déjà la personne que vous désirez devenir. Votre succès n'est pas loin. Il vous suffit de croire en lui, de le laisser se refléter dans votre image de soi et vous observerez des progrès et des réalisations remarquables. Souvenez-vous que chaque individu a sa valeur, y compris vous. Croyez en votre importance et elle se manifestera. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et l'attention que vous avez portée à cette analyse. J'espère sincèrement avoir contribué à votre développement conscient et à votre cheminement personnel. Si vous êtes passionné par le développement personnel et aspirez à cultiver une attitude positive et confiante, je vous invite à découvrir mon ouvrage dédié à ce thème. Ce livre riche en exemples pratiques et en conseils avisés est une ressource précieuse pour votre cheminement. Vous trouverez le lien pour l'acquérir dans la description ci-dessous. Pour rester en lien avec mes dernières réflexions et découvertes, je vous encourage vivement à vous abonner à ma chaîne. Vos likes, partages et commentaires sont non seulement une source d'encouragement pour moi, mais ils contribuent également de manière significative à ma mission d'éveil et de développement conscient. Avec toute ma gratitude et mon dévouement. Kauthar.